Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tige Senga, la voix qui nous éclaire. Clash! Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est, Sans masque, sans détour, toujours vrai, toujours vrai. la première TV, la vérité, c'est notre affaire. Pur et clair, authentique lumière. La première TV sincère. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal et on commence par les bombardements. En ce jour de tension et de gravité, l'axe Mwenga est secoué par des bombardements d'une intensité rarement atteinte. Les localités de Kilungutwe, Tubimbi et Kasika sont actuellement les théâtres de frappes violentes. Les ciels grondent, la terre tremble et les populations civiles vivent dans la peur et l'incertitude. Selon les informations qui remontent du terrain, plusieurs chars de combat ennemis ont été neutralisés et les pertes adverses sont très lourdes. Nos forces engagées sur place se battent avec courage pour contenir la menace et préserver la souveraineté nationale malgré les conditions extrêmes. Dans ces heures sombres, nous recommandons nos enfants, nos familles, nos soldats et nos martyrs à la protection divine. Mais nous refusons également de céder à la fatalité. Le peuple congolais n'a jamais été et ne sera jamais un peuple résigné. Mais il y a quand même des questions légitimes, inquiétudes légitimes. Pendant que les sangs congolais continuent de couler, pendant que la terre de Mwenga est ravagée par le feu, beaucoup se demandent quel est l'objectif final de ces bombardements? Pourquoi notre nation semble-t-elle répondre plus qu'elle n'attaque? Pourquoi défendons-nous au lieu de reconquérir massivement? Pourquoi certains entretiennent-ils le flou à la veille de la signature de Washington? Pendant que Likwanganzala cherche une échappatoire, une justification, un prétexte pour ne pas s'engager clairement, le peuple, lui, n'est pas dupe. Le peuple voit, le peuple comprend et le peuple retient. La finalité n'est pas le bruit des armes, la finalité est la libération totale. Nous ne voulons pas des demi-mesures, nous ne voulons pas des reculs tactiques, nous ne voulons pas le réarrangement diplomatique. Hypocrite d'ailleurs, nous voulons récupérer nos terres, toutes nos terres, sans concession, sans ambiguïté et sans accord humiliant. La République démocratique du Congo n'a pas été transmise par les ancêtres pour qu'ils soient amputés ou troqués autour d'une table à l'étranger. Organiser, planifier, reprendre l'initiative. Compatriotes, la riposte ne suffit pas. Il faut l'initiative, il faut la stratégie et il faut le leadership. Nous appelons à une doctrine claire, appui aérien structuré, action coordonnée, renforcement logistique et anticipation plutôt que réaction. Ce qui se joue aujourd'hui à Mwenga, à Kilungutwe et à Kasika n'est pas un simple épisode militaire. C'est un chapitre de notre histoire nationale. Les Congos souffrent, mais les Congos ne cèdent pas. Les Congos est blessé, mais ne s'agenouillent pas. Les Congos est sous le feu, mais ne regarde droit devant. Et nous le disons avec force, nous récupérons nos terres, nous restaurons notre souveraineté et nous honorerons nos morts. Au moins une personne a été tuée et une autre grièvement blessée lors de violents affrontements opposant les éléments de l'Alliance Fleuve Congo, M23 et les Waza. Ces combats ont eu lieu le mercredi 26 novembre dans l'agglomération de Kivuye. Nous sommes en coupant Bachali-Mokoto en territoire de Massissi. D'après des sources sanitaires dans la zone, il s'agit d'un jeune homme de 20 ans qui a été touché par balle à quelques mètres seulement du centre de santé local, où il a malheureusement succombé à ses blessures. La seconde victime est une femme de la place, blessée par arme blanche par les mêmes assaillants. Elle a été conduite dans cette structure sanitaire pour de premiers soins, puis transférée à l'hôpital général de référence de Mouessou.
Au cours de ces affrontements, plusieurs biens de valeur appartenant à la population ont été emportés par ces éléments. Au moment des affrontements, tous les systèmes de communication ont été coupés momentanément dans la zone avant de revenir quelques heures plus tard. Un calme temporaire est revenu dans l'agglomération qui demeure malheureusement sous contrôle de l'AFC M23. Les affrontements opposent les rebelles de l'AFC M23 soutenus par Kigali à nos forces armées de la RDC appuyées par le Waza-Waza, ces patriotes enracinés dans la terre congolaise. Ces combats ont déjà coûté la vie à au moins 10 civils, selon plus de sources locales concordantes. Derrière chaque chiffre, il y a un visage, il y a une famille, un village meurtri. Face à ces violences, les foules entières quittent leurs maisons, leurs champs, leurs terres ancestrales par peur d'être pris pour cible. Le paysan porte sur son dos sa vie entière dans les sacs de fortune. La mère serre dans ses bras un enfant qui ne comprend pas pourquoi les ciels grondent et pourquoi la nuit ne porte plus le sommeil. Il y a l'indignation et la douleur. Sur cet axe, là nous parlons de Kilungutwe, Kasika, Mwenga Centre, Kamituga. Les accusations de pillage sont même portées. À Kilungutwe et Kasika, les écoles sont fermées, les activités économiques paralysées, les marchés réduits au silence. Les rebelles prétendent inviter la population à reprendre ces activités. Mais comment travailler quand la mort rôde? Comment rouvrir une classe quand le bruit des armes couvre le voix des enfants? Ce n'est pas seulement la sécurité physique qui est attaquée, mais les tissus même de la société congolaise, l'éducation, l'économie, la dignité quotidienne. Le 20 novembre, le M23 a étendu son emprise vers le territoire de Shabunda, occupant les villages de Kimbili et aussi Nyalubemba, après avoir déjà conquis Maimingi, c'était le 16 novembre. Shabunda, jusqu'ici épargné, découvre la morsure de la guerre. L'écosystème fragile des communautés locales se fissure. Les conflits gagnent du terrain. Et avec lui, la crise humanitaire s'aggrave, la famine, l'exode, pas que, il y a le traumatisme également. Ces violences représentent un nouveau pic dans les conflits opposant les M23 et FARDC. C'est une bataille militaire, mais aussi politique, territoriale et psychologique. Et nous disons fermement que la République démocratique du Congo ne se négocie pas, ne s'ampute pas, ne se fragmente pas, n'appartient à aucune force étrangère, ni par procuration, ni par terreur. Nous voulons une armée consolidée, disciplinée et respectée. Nous voulons une stratégie offensive, structurée et souveraine. Nous voulons une protection réelle des populations civiles. Le Congo a traversé les ténèbres bien plus épais que celle-ci. Il s'est relevé. Il se relevera encore. Et demain, lorsque le calme reviendra sur Mwenga, Shabunda et Kasika, lorsque les tam-tams chanteront plus fort que les canons, lorsque les enfants retourneront à l'école, alors nous pourrons dire que la douleur n'a pas été vaine et que la souveraineté n'est pas un mot. C'est une réalité reconquise. Pierre après pierre, village après village. Je suis très fier de la politique engagée par le chef de l'État. La montée en force de notre armée. Voilà. Okay. L'élimination de la 5e colonne. Sur le plan politique et diplomatique, puisqu'il est engagé comme effort, et la ligne qui s'y est définie, qu'il a définie à tout le monde, on sent que le peuple est d'accord avec. On sent que le peuple est d'accord. Et on voit comment est-ce que, peu à peu, les M23 perd ses écorces et réduit à de revendications qu'on va vider aussi. Donc voilà. Sur le terrain, on n'a pas abandonné les lignes, on continue à combattre, à honorer nos martyrs et nos héros qui sont tombés. Et voilà. Donc ça sera peut-être pas demain, mais on va obtenir cette paix pour toujours. Voilà. Si le chef voulait s'accrocher et que la question c'était la paix à n'importe quel prix, il peut signer ici. Avec qui faire et donner quoi. Okay. Voilà. Donc, c'est un patriote. Voilà. Il veut une paix définitive et on va l'obtenir. Donc, je demande surtout à nos compatriotes de faire confiance au président de la République. Il est décidé à mettre fin de manière définitive et après, on va reconstruire un nouveau Congo où chacun va se retrouver, personne ne sera laissé au bord du chemin. C'est ça. Et là, peut-être avec une question de curiosité liée au concret, est-ce que vous avez déjà un candidat? Jusque-là, nous n'avons pas encore... les candidatures ne sont pas encore déclarées. Donc, des congressistes seront désignés. Et en temps utile, je ne manquerai pas de communiquer sur cette question. Vous voulez qu'il y ait des changements à la tête de votre parti politique? Avec tout ce qu'il y a eu comme désordre, Maître l'a dit, ça n'a pas honoré la République. En tout cas, on a dit qu'on enterre la guerre. Moi, je sais surtout que l'honorable Augustin Kabouya a fait un travail exceptionnel à la tête du parti. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur Larousse. Je vous en prie, monsieur Daniel. C'est un plaisir vraiment. En parallèle du processus de Washington, le gouvernement de la RDC mène des négociations avec le M23 dans le cadre du processus de Doha. De ces discussions, les deux parties ont signé le 15 novembre dernier un accord cadre devant aboutir à un accord global pour la paix
la stabilité et la restauration de l'intégrité nationale. Malgré cette évolution, les tensions persistent car les graves violations des droits de l'homme continuent d'être observées dans des zones occupées par les forces armées du Rwanda et leurs supplétifs du M23. Malgré les cessez-le-feu librement consentis par les deux parties, les forces de défense rwandaises et les M23 n'ont pas cessé de mener des attaques sur des axes connus comme étant des routes vers les sites miniers stratégiques. C'est le lien que nous dénonçons toujours entre cette invasion des forces rwandaises et l'exploitation illicite de nos minéraux à l'est de notre pays. Donc cette situation appelle la SADC à beaucoup de vigilance, notamment de notre part, nous parlementaires qui représentons les peuples de notre communauté. S'il y a aujourd'hui un processus de Washington, c'est uniquement parce que le Rwanda refuse d'honorer ses engagements. Le Rwanda avait boudé la dernière réunion qui était organisée sous les auspices du président angolais, qui avait travaillé pendant longtemps pour que nous puissions trouver un compromis de paix. Mais malheureusement, le président Kagame a voulu ne pas se présenter. Alors, une recommandation dans le sens d'encourager le Parlement de la SADC à déployer ses efforts diplomatiques pour mettre la pression sur le Rwanda afin qu'il respecte ses engagements issus du processus que je viens de décrire, mais aussi en respect de la résolution 2773 des Nations Unies du Conseil de sécurité qui avait demandé au Rwanda de se retirer sans condition du territoire congolais. On rentre dans la province de l'Ituri, à Bunia, capitale de l'Ituri. Un pas important vient d'être franchi dans le renforcement de la sécurité publique. La police nationale congolaise a commencé l'installation des caméras de surveillance dans les points chauds et stratégiques de la ville. Il s'agit d'un acte concret, d'une vision, d'une action visible, d'une volonté affirmée de moderniser nos moyens de contrôle, d'anticipation et de réponse face aux menaces urbaines, à la criminalité et aux infiltrations dans nos quartiers. Ces caméras, placées près des grands axes, carrefours, intersections sensibles, zones à forte circulation, permettront d'identifier rapidement les individus dangereux, de suivre les déplacements suspects, d'intervenir avec précision et efficacité, de protéger les commerçants, les familles, les élèves et chaque habitant de Bunia. La sécurité, c'est la souveraineté. Nous devons le comprendre et nous devons le dire haut et fort. Le contrôle de l'espace public est un pilier de la souveraineté nationale. Pendant longtemps, nos villes ont été livrées à la loi du plus fort, aux réseaux criminels, aux bandes armées qui se croyaient invisibles dans l'obscurité et l'anonymat. Désormais, les yeux de la RDC les observent. La République regarde, la RDC sait et aussi agit. Une police qui se modernise, c'est un peuple qui respire. Ce n'est pas seulement une mesure technique, c'est un message. Les Congos refusent l'insécurité banalisée, refusent les chaos organisés et refusent l'impunité. Avec ces caméras, les forces de l'ordre pourront intervenir à temps réel, réduire le délai de réaction et apporter une protection proactive et non seulement réactive. Ce que Bunia commence aujourd'hui doit être suivi à Goma, à Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka et Kinshasa. Nous voulons un Congo où chaque rue, chaque marché, chaque arrêt de taxi, chaque quartier sentent la présence de l'État, non pour faire peur à la population, mais pour faire peur aux criminels, parce que la paix ne se demande pas, elle se construit. Et dans cette construction, chaque citoyen, chaque policier, chaque caméra, chaque acte de vigilance compte. Halte à la manipulation, halte au stratagème de décourager les officiers épris de paix qui se sacrifient pour restaurer l'autorité de l'État. Nous le disons encore une fois, le général Muteteke va rester là où il est jusqu'à la fin de sa mission. Si la CRP a perdu Mabanga, qui était un centre de gravité de ces mouvements, source de financement de la CRP Zaïre alliée du M23, voilà aujourd'hui, après la reconquête des forces armées de la République démocratique du Congo, Mabanga respire et ça dérange les ennemis de la paix. Ça dérange les ennemis de la paix. Voilà, il met en place une stratégie pour décourager un officier général qui travaille pour que la population respire et les ennemis de la paix
Ils se sont décidés pour manipuler l'opinion, soi-disant, il est là pour faire le contraire à sa mission. Mais je crois qu'il y a... Vous faites bien de reposer cette question sur la paix. Mais, je suis désolé, parfois l'entrepreneuriat évolue bien en cas de conflit. Parce que ça crée un nouvel écosystème. Parfois l'entrepreneuriat peut trouver son essor en cas de crise ou d'épidémie. Ici, c'est l'épidémie, la crise, mais c'est la capacité de nous adapter. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la capacité à donner une réponse à un problème vécu. J'ai besoin de vous joindre, vous êtes loin, on crée les téléphones, j'arrive à vous joindre. Pendant le Covid, ici, pendant la pandémie, moi je connais une dame qui a industrialisé pratiquement la fabrication de masques. Elle en a tiré profit. Et donc ici, il ne faut pas attendre, il ne faut pas donner l'impression que parce qu'on n'a pas la paix, encore que, en parlant de paix chez nous, évidemment, je ne voudrais pas réduire la portée de la crise que nous connaissons parce qu'elle nous affecte tous, mais ça représente combien de pourcents sur 2 345 410 km²? Parce que la propension de certains en dehors, c'est de nous définir, on dit en RDC, il y a la guerre. Certaines personnes qu'on reçoit à Kinshasa sont surprises, ils disent mais avant de venir ici, on nous disait que ça tirait de partout. C'est pour ça que justement, dans le travail que nous faisons sur le narratif, nous insistons beaucoup sur les faits que la RDC, comme le ministre l'a décrit tout à l'heure, mais c'est le réservoir de toutes les ressources du monde, si je peux m'exprimer ainsi. Et les Congolais doivent être le premier à développer une intelligence qui leur permette de tirer profit de ce qu'ils ont. Et donc, ce n'est pas le fait que nous ayons cette crise que nous avons dans l'Est qu'on va s'y refuser, ou on va se dire, ce n'est pas le milieu qu'il faut pour aller investir. Je vous ai donné un exemple d'un investissement en temps de crise, en temps de Covid. On ne sortait pas de la maison, mais on savait où nous procurer les masques. Et donc ici, c'est justement faire cet appel à l'intelligence, comme le président de la République le disait tout à l'heure, des Congolais, cette capacité à observer. Regardez comment Facebook a été créé, regardez comment Uber a été créé, regardez comment i5 a été créé, pour ceux qui de ma génération se souviennent encore, mais c'est des jeunes étudiants sur les sites universitaires. Et donc il faut qu'on essaye simplement de pousser plus loin nos réflexions dans la compréhension de nos problématiques et d'être en mesure de proposer des solutions. Ici, il y a un accompagnement. On parlait tout à l'heure de capacitation, d'accès au crédit, d'accès au marché. Mais le point des départs, avant même d'arriver à tout ça, c'est d'avoir une idée, d'avoir une initiative. Et puis plus tard, le ministre a parlé des incubateurs. Donc des incubateurs servent à quoi? Aujourd'hui, on a remarqué, parce que moi-même, j'étais un peu, comme député, je suivais un peu les questions d'entrepreneuriat, mais on n'a peut-être pas toujours la culture de partager les risques. Le projet qui avait gagné les concours de start-up qu'on a organisé en 2013, c'était des jeunes, un groupe de jeunes, mais ils avaient un financement de 20 000 $, mais ils n'y ont jamais eu accès, parce qu'ils ne se sont pas entendus. Ils disent non, moi je dois avoir 40%, c'était mon idée. Mais dans ce que le ministre a dit, dans la capacitation, c'est aussi cette capacité qu'on vous donne de travailler en groupe, de prendre les risques ensemble. Vous vous dites, nous sommes tous des professionnels des médias, pourquoi on ne créerait pas une plateforme qui nous permettrait, par exemple, de communiquer 24 heures sur 24. Donc ici, il faut enlever de la tête des compatriotes que lorsqu'on n'a pas de paix, encore que ça ne touche pas tous les territoires nationaux, qu'on ne peut pas investir, qu'on ne peut pas entreprendre. Il faut considérer, Amédée posait la question tout à l'heure, que chacun des défis que nous avons est une opportunité d'enrichissement. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. À la présentation, sans Tiché Senga. Au revoir.